Les enjeux récents nous poussent à nous questionner autour de la ville d'aujourd'hui et surtout la ville de demain, et quelles sources d'innovation pour l'ensemble des matériaux, comment cela va pouvoir se passer au regard de la conjoncture actuelle et des enjeux post-crise Covid que nous avons vécu. Alors, pour reprendre un petit peu de hauteur avec cela, nous pouvons replacer ce sujet dans le contexte qui a été assez bien résumé par Wellington Webb, qui est un ancien maire de Denver, lors d'un discours qu'il a prononcé en 2009 et qui reste toujours et encore plus d'actualité, en rappelant que le 19e siècle était un siècle d'empire, le 20e un siècle d'État-nation, et que le 21e siècle dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui sera à l'époque et est effectivement aujourd'hui celui des villes et celui de l'aménagement urbain. Alors, besoin pour les usagers. Je pense que c'est important de replacer le besoin et l'usager au cœur du sujet et au cœur des enjeux justement des problématiques d'aménagement et des problématiques de construction. Pour imaginer justement ces différents besoins des usagers, moi j'ai pris le parti de faire travailler les usagers de demain, à savoir mes deux fils, Augustin, 8 ans, et Corentin, 10 ans, lors d'un exercice de design thinking pour les faire réfléchir et de manière à pouvoir me formuler des valeurs autour de la notion de la ville idéale du futur. Quelle serait cette ville idéale du futur pour eux? Alors voici ce qui ressort de cette réflexion autour de jeux de construction Lego, de jeux de dessin. Premier point qui ressort au niveau des valeurs attendues par ces deux jeunes usagers futurs, la gestion des ressources naturelles. Gestion des ressources naturelles, ils l'entendent autour de la récupération de l'eau de pluie et du recyclage pour la construction de nouveaux produits. Ensuite, l'optimisation des flux de transport. Effectivement, on a vu se développer le vélo, en particulier sur les derniers mois, avec des enjeux en termes de risques, en termes de sécurité des différents usagers, en termes de la cohabitation et du respect de chacun. Donc pour eux, ça se traduit par une différenciation des axes de circulation en fonction des véhicules et le développement, effectivement, accompagner le développement du vélo. Ensuite, autre sujet, c'est le gain de place et la recherche d'espace pour désencombrer les villes. Effectivement, ils sont bien conscients hein, de la problématique, on va dire, d'accès foncier de la ville et de la problématique de la ressource foncière, de la densification urbaine. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est non pas une ferme plantée au milieu de la ville avec des centaines d'hectares, mais plus optimiser les surfaces. Et là, on commence à voir se traduire cette notion de cinquième façade, par exemple, avec l'optimisation des toitures, avec des notions de toiture terrasse végétalisée, jardin partagé en toiture, des endroits en fait où on peut jouer le commun et créer du lien social. Ensuite, l'usage des nouvelles technologies pour développer les services avec l'appui sur l'intelligence artificielle, des objets connectés pour limiter nos contraintes. Ça ne veut pas forcément dire mettre du robot et de la tech partout, tout le temps, mais ça veut dire simplifier notre vie et avoir une technologie juste pour pouvoir répondre aux besoins les plus simples et fluidifier. Et par contre, justement, que cette technologie ne soit pas un frein non plus par rapport au lien social qui nous lie. Et justement, la création de ce lien social au sein des bâtiments et en ouvrant des espaces de porosité justement entre lieux publics, lieux privés, derrière des notions d'espace partagé, espace partagé en fonction des différences d'âge, en fonction des différents usages, quid des bâtiments d'école le week-end, voilà, toutes ces notions d'optimisation de l'espace et de mixité des usages. Après, si on revient à des sujets beaucoup plus terre à terre, effectivement, on a l'investissement patrimonial durable et responsable, avec cette notion qui est au cœur des enjeux, hein, c'est l'accessibilité économique des logements et des infrastructures. En tout cas, que ces constructions restent accessibles à l'achat pour tous et pour les collectivités. L'idée n'étant pas de faire des ouvrages totalement d'excellence qui serait inaccessible en termes économiques, mais de juger justement de ce poids économique et de la performance des ouvrages. Faciliter la mise en œuvre des systèmes constructifs, bah, là aussi on a ce devoir d'inscrire le BTP
et les systèmes constructifs et ces différentes composantes dans une simplicité d'usage, dans des chantiers qui soient le moins invasifs possible. Euh, Ensuite, le faible entretien et la durabilité des constructions. Cette durabilité qui est à la fois nécessaire pour s'inscrire dans un mode responsable de la construction, mais aussi dans une pertinence économique de la construction en limitant justement l'entretien. Inertie thermique et confort acoustique. Effectivement, l'inertie thermique déjà travaillée lors de la réglementation thermique que nous connaissons continue à progresser pour optimiser le confort et optimiser aussi le coût de chauffage et de climatisation du logement, mais aussi son impact carbone, car l'impact carbone d'une construction et l'impact carbone d'un logement, d'un bureau, est intimement lié à son consommation de chauffage et sa consommation de climatisation. Et le confort acoustique, bah, là aussi, c'est pour accompagner le mieux vivre ensemble. La sécurité des occupants et des usagers par rapport au bon comportement au feu des ouvrages et la résistance sismique en fonction des zones sismiques qui sont aujourd'hui clairement cartographiées par rapport à un comportement des ouvrages et en essayant de s'appuyer le plus possible sur un comportement ductile de ces ouvrages. Et puis aujourd'hui, effectivement, tous ces enjeux-là, que ce soit ceux formulés par mes habitants du futur ou alors cette soutenabilité économique et cette durabilité, doivent aussi prendre en compte, en termes de dénominateur commun, le pari collectif de la transition écologique. Transition écologique, on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie de l'ouvrage avec la compatibilité vis-à-vis de l'urbanisme bas carbone, l'efficacité énergétique, la réduction des besoins en chauffage, en climatisation des bâtiments, on en a parlé tout à l'heure, hein, par rapport à l'inertie thermique, qui joue tout autant sur la partie, on va dire, portefeuille de l'ouvrage, sur son exploitation, mais aussi sur son poids carbone. La valorisation de la mixité des matériaux, effectivement, essayer de s'appuyer sur les pertinences et les compétences et les performances de chacun des composants pour pouvoir jouer le meilleur de tous. Et l'intégration dans des circuits courts, recourant le moins possible au transport. On a beaucoup entendu parler de souveraineté économique lors de la période de confinement que nous avons vécue. Souveraineté économique, c'est ce savoir-faire local, mais aussi savoir recourir à ce qu'il y a le plus proche de nous pour pouvoir construire. Et éviter de parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres pour ramener un système, ramener une ressource et essayer de voir justement comment faire avec ce que l'on a le plus proche de nous. Alors, tout cela par rapport à ces besoins auxquels nous devons formuler des réponses, c'est ce qui permet aujourd'hui de créer justement de l'innovation et d'impulser de l'innovation dans la filière du BTP. Performance environnementale, qui est effectivement l'enjeu clé avec la réglementation environnementale 2020, qui va faire son entrée en vigueur en 2021, comme son nom ne l'indique donc pas. C'est un sujet nouveau, puisque jusqu'à présent, on travaillait sur la réglementation thermique, donc sur l'inertie thermique. Demain, les concepteurs devront mesurer et calculer leurs ouvrages par rapport à sa performance carbone. Vis-à-vis de cela, en fait, au niveau de la filière béton, plusieurs éléments sont destinés aujourd'hui à faciliter le travail et en particulier le travail des bureaux d'études avec, vous le voyez ici, un document qui permet de synthétiser ce sujet-là, ou comment les ouvrages et les systèmes béton peuvent s'intégrer à la performance carbone et donc à la réglementation environnementale 2020 et quels sont les outils que l'on met à disposition des acteurs du BTP pour pouvoir s'inscrire dans ce sujet. Ensuite, les fonctionnalités. Aujourd'hui, le bâtiment est souvent vu comme un élément qui accueille les personnes qui vivent, les personnes qui y travaillent, mais on ne se préoccupe pas forcément toujours des fonctionnalités que le bâtiment peut lui-même apporter en fait, à ses occupants. Et donc, derrière, on a ces notions de Smart City, ou comment, en s'appuyant sur l'écosystème des startups, l'écosystème des innovateurs, qui sont parfois plus agiles que les grandes entreprises, comment on peut justement jouer ensemble et créer des liens, des synergies pour justement développer
cette notion d'économie de la fonctionnalité. Ça, c'est pour la partie bâtiment. Pour la partie route, voirie, c'est la route connectée. Aujourd'hui, les véhicules autonomes, ils sont là. Plusieurs marques les développent. Ils ne sont autonomes que par leur technologie embarquée. La question demain, c'est de savoir comment la route va pouvoir mieux accueillir et faciliter leur développement sur le territoire. Faciliter leur développement sur le territoire, concrètement, pour la filière béton, l'idée c'est de capitaliser sur la capacité d'intégrer de la technologie dans les matériaux. C'est d'investir sur la recherche et le développement des systèmes de recharge, puisqu'aujourd'hui, véhicules connectés et véhicules autonomes, ça va souvent de pair avec le véhicule électrique. Donc aujourd'hui, cette problématique qu'est la durée de vie et les systèmes de recharge doit se traduire justement par l'émergence de systèmes de recharge type boucle par induction. Ces choses que l'on voit arriver aujourd'hui, et là encore, se nourrir de l'écosystème des innovateurs. Après, effectivement, la problématique d'accessibilité économique, peut-être s'appuyer sur des nouveaux formats, des nouveaux business models, euh, peut-être appuyer sur l'allocation de systèmes pour les infrastructures également. En tout état de cause, on peut se dire qu'aujourd'hui, une simple réponse structurelle doit se compléter par des fonctionnalités qui doivent être plus tournées vers les usagers et vers les services attendus par les usagers, sans aller forcément jusqu'à une vidéo comme celle que je vous présente ici, avec une optimisation totale des flux, quels que soient les usagers. Mais on doit réussir à faciliter la cohabitation des flux, la cohabitation des usagers, qu'il s'agisse de la route, mais aussi du bâtiment, en s'appuyant sur l'adéquation entre système constructif et entre innovation. Voilà tout le pari qui nous attend sur ces prochains mois, prochaines années, et donc hâte d'en faire partie.